The energy on set was incredible. I didn't actually work with any stuntmen on the set. We would love to. We just need the leads. So anybody out there, if you've got any leads for us, you can email us, you can call us. Mais ce qui s'est passé avant cet événement est bien pire. Autrefois simple entrepreneur dans une petite ville avec un grand rêve, il a bâti un empire télévisuel qui l'a rendu riche, célèbre et adoré par des millions de personnes. Comment tout ce pourquoi il a travaillé a-t-il pu s'effondrer en quelques années seulement? Nous allons révéler des vérités cachées qui vont faire s'effondrer l'industrie télévisuelle dans ses fondements. Le collectionneur qui a creusé trop profond. Mike Wolfe ne se contentait pas de ramasser des antiquités. Il fouillait dans l'âme oubliée de l'Amérique. Les granges, les sous-sols, les décharges en bord de route n'étaient pas seulement des lieux de trésors rouillés. C'étaient des lieux où l'histoire murmurait. Ed Wolfe, Louis, était celui qui écoutait. Mais la célébrité a une étrange façon de changer la donne. Ce qui n'était au départ qu'un amour pour des choses oubliées s'est transformé en une machine si grande et si rapide qu'elle a anéanti l'esprit même qui avait tout déclenché. Avant d'aller plus loin, sachez que la vérité derrière la chute de Mike Wolfe est bien plus sombre que ce que les fans ont pu voir à l'écran. Et ce qui s'est passé hors caméra vous laissera sans voix. Avant d'être le visage des pickers américains, avant les caméras, les contrats d'édition et les collections de produits dérivés, il n'était qu'un enfant qui esquivait les brimades sur le chemin de l'école. Né à Joliet, dans l'Illinois, en 1964, il a été élevé par une mère célibataire à Bettendorf, dans l'Iowa. Wolfe n'avait pas grand-chose, mais il avait l'œil. À 6 ans, il a repéré un vélo banane dans les mauvaises herbes derrière la maison. Il l'a nettoyé, regonflé les pneus et l'a vendu 5 $. On adorerait. On a juste besoin de pistes. Si vous avez des pistes, vous pouvez nous envoyer un email ou nous appeler. Danielle est joignable en permanence. Elle est toujours à la recherche de pistes. Ce n'était pas seulement de la chance, c'était de l'instinct. Ce fut l'étincelle qui alluma le feu. Il ne s'intéressait ni aux dessins animés, ni à la petite ligue. Il traînait chez lui des vélos cabossés et des chaises cassées, transformant les déchets en or. Pendant que les autres enfants jouaient, Wolfe était dans le garage, son premier atelier, à restaurer les objets laissés par les autres. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de découverte. Le frisson, la chasse, l'histoire dans chaque cadre rouillé. À l'adolescence, il était déjà accro. Peu de temps après, il ouvrit un magasin de vélos. Mais ce n'était pas la fin du projet. Ce n'était qu'un échauffement. En 2000, il lança Antique Archaeology. Ce n'était pas seulement un magasin. C'était un musée vivant, un portail vers le passé niché à Leclerc. Dans l'Iowa, il ne se contentait pas de collectionner des antiquités. Il était en contact avec les gens, l'histoire, la culture. Sa boutique se remplissait rapidement d'enseignes poussiéreuses, de vieux outils, de vélos usés, chacun avec sa propre histoire. Nashville est une ville incroyable. Bien sûr, elle connaît une croissance fulgurante, mais Leclerc compte 300-500 habitants. Notre petit centre-ville, notre rue principale, est vraiment florissant. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir, car nous sommes juste à la frontière du Mississippi. Les affaires marchaient bien, mais ce n'était pas suffisant. Mike voulait que le monde entier voie ce qu'il voyait. Et en 2010, American Pickers a fait son apparition sur les ondes, et tout a explosé. Le premier épisode a attiré 3,1 millions de téléspectateurs. Les téléspectateurs ne se sont pas contentés de regarder. Ils ont suivi, ils ont cru, ils étaient là pour chaque tournée des granges, chaque moment de jackpot. Il avait transformé sa passion en une émission à succès. Et soudain, il n'était plus seulement un simple sélectionneur. Il était devenu une marque. Mais quelque chose a commencé à changer. Le spectacle ne se résumait plus à des reliques oubliées. Il s'agissait de créer des moments, de transmettre de l'émotion, de raconter des histoires si belles qu'on en oublierait la présence de la caméra. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Derrière chaque grand cueilleur se cache un partenaire. Pour Mike, c'était Frank Fritz. Ils étaient amis d'enfance et se liaient autour des objets cassés et du frisson de la chasse. Frank apportait chaleur, humour et un charme décontracté qui contrebalançait l'ambition de Wolfe. Ils étaient plus que de simples co-animateurs. Ils étaient les deux faces d'une même médaille. Mais à mesure que la série prenait de l'ampleur, la distance entre eux s'est creusée. En 2020, cette distance est devenue un vide. Frank a disparu de l'écran. Aucune annonce, aucune explication. C'est parti. Les fans ont tenu bon, espérant son retour. Mais en 2021, Mike a officialisé son départ.
Frank était forfait. Sur Instagram, Wolf l'a qualifié de frère et a déclaré qu'il lui manquerait. Mais Frank n'y a pas cru. Dans une interview cinglante, il a qualifié le post de mensonge, révélant qu'il ne s'était pas parlé depuis 2 ans, même après l'importante opération du dos de Frank. Pas d'appel, pas d'SMS, rien. Juste un silence. Frank était en colère, mais aussi blessé. Il disait que Mike l'avait poussé dehors, qu'il avait fait de l'émission une affaire personnelle. Frank comparait cela à un groupe où un seul membre monopolise le micro sous les projecteurs. Et ce n'était pas tout. Des problèmes de santé ont affligé Frank. La maladie de Crohn, la dépendance aux analgésiques après une opération et l'échec des tests de dépistage de drogue auraient poussé la chaîne à rompre ses liens. Que faut-il vérifier lors de l'achat? Par exemple, y a-t-il un titre de propriété? Le cadre est-il fissuré? À quoi ressemblent les freins? À quoi ressemble celui-ci? Regardez l'intérieur du réservoir. Tu sais, est-ce qu'elle est rouillée? Il y a plein de petits détails à vérifier quand on achète une moto d'occasion. Mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas abandonné. Il a été viré. Les fans ont pris parti. Certains ont dit que Frank avait besoin d'aide. D'autres ont blâmé Mike. Mais le coup de grâce est arrivé. En juillet 2022, Frank a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Il ne s'en est jamais remis. Le 30 septembre 2024, il s'est éteint à l'âge de 60 ans. C'était la fin d'une collaboration qui avait autrefois défini la série. Et aussi choquant que cela puisse paraître, Mike était là, à son chevet, lui tenant la main. Leur amitié s'était effilochée, démantelée et déchirée. Mais dans ces derniers instants, quelque chose de réel subsistait, un passé commun, un rêve partagé, et le fantôme de ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais ces ennuis ne s'arrêtaient pas là. Divorce, réaction négative des entreprises, accusations de moments scénarisés. On a prétendu que le spectacle n'était pas aussi réel qu'il en avait l'air. Les fans qui adoraient autrefois American Pickers ont commencé à poser des questions gênantes. Était-ce une mise en scène? Mike vendait-il une version de l'histoire tout simplement trop parfaite? Et puis est arrivée la Mustang. Et juste au moment où les gens pensaient avoir tout vu, l'impensable s'est produit. Des fissures dans le passé. Le magasin de Nashville n'était pas censé s'effondrer. Pas comme ça. C'était plus qu'un bâtiment. C'était un sanctuaire, soigneusement aménagé, emblématique, au cœur de l'empire de Wolf, situé dans le village de Marathon, entouré de vieilles briques, de néons vintage et d'une communauté de fans fidèles. L'archéologie antique n'était pas seulement un lieu où l'on achetait des objets anciens, c'était un lieu où l'on se sentait partie prenante de quelque chose d'authentique. Mais en février 2025, tout est devenu calme. Pas de lumière, pas de panneaux ouverts, juste une porte verrouillée et une vague excuse, une fuite de gaz. Ça aurait dû être la fin, un coup de chance, un contretemps. Mais les gens ont commencé à se poser des questions. La version officielle n'a pas changé, mais les silences ont pris une tournure plus forte. Où était la date de réouverture? Pourquoi l'homme qui avait bâti sa carrière en racontant des histoires restait-il muet? Cela ne ressemblait pas à une réparation. Cela a été perçu comme un avertissement. Et c'est à ce moment-là que les fans ont commencé à se demander si le cœur d'American Pickers avait enfin cessé de battre. Il ne s'agissait pas seulement de la fuite. C'était une question de timing. Les audiences chutaient, les critiques s'amenuisaient. Et pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que l'histoire qu'il racontait à l'Amérique perdait son emprise. Pour un homme qui avait bâti sa marque en trouvant la beauté dans les choses brisées, l'ironie était on ne peut plus cruelle. Son propre monde commençait à s'écrouler. 2024 avait déjà laissé des traces. Frank Fritz était parti. Leur retrouvaille en 2023 avait été privée, silencieuse, presque sacrée. Vous savez, quand Frank et moi avons commencé, on n'était jamais passé devant la caméra, et c'était vraiment dur pour nous. Je regarde les saisons 1, 2 et 3, et je ne peux pas les regarder. Je ne peux pas me regarder devant la caméra parce que... Mais le deuil a tendance à rouvrir de vieilles blessures. Mike avait publié un hommage touchant, qualifiant Frank the River. Mais pour de nombreux fans, c'était trop peu, trop tard. Le mal était fait depuis des années. Et si son hommage a été un moment tendance, il n'a pas guéri les fissures qui s'étaient creusées en coulisses pendant des années. Mais ce n'était pas la seule fracture. La vie privée de Mike saignait discrètement en coulisses. En 2020, il s'est séparé de sa femme Jody, celle qu'il avait soutenue tout au long de son combat contre le cancer, qui avait vaincu un lymphome non-hodgkinien de stade 2 et s'en était sortie. S'est soudainement éteinte.
En décembre 2021, tout était terminé. Le divorce a été prononcé. Les chiffres? Brutes. Jody est reparti avec plus de 5,8 millions de dollars. 2 maisons, les droits d'auteur de l'émission et la garde principale de leur fille, Charlie. Mike n'a pas fait de scène. Il n'a pas critiqué la presse. Il est resté silencieux. Mais ses fans savaient que cela se voyait dans ce changement. Ses publications sur Instagram, la diminution de ses apparitions publiques et ses interviews axaient davantage sur sa mission que sur lui-même. Il disait vouloir se concentrer sur des relations significatives, réduire son cercle d'amis et protéger ce qui comptait vraiment. Mais derrière ce ton pensif se cachait quelque chose de plus profond. Un homme qui tenait bon dans une vie qui semblait se défaire plus vite qu'il ne pouvait la réparer. L'année même de son 60e anniversaire, il a publié des photos de lui en train de fêter ça avec sa petite amie. Il y avait des sourires, des mots gentils, un gâteau. Mais quelque chose dans tout cela semblait forcé. Pas faux, my fragile. Comme quelqu'un essayant de rappeler au monde, et peut-être à lui-même, que tout allait bien, que le moteur fonctionnait encore, que la route s'étendait encore devant nous. Mais la route était plus accidentée maintenant. Vous savez, les pièces que nous avons placées ici peuvent paraître aléatoires, mais une fois intégrées à la prison, au bâtiment, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de couches. Je veux que les gens aient l'impression de devoir les décortiquer, non pas avec leurs mains, mais visuellement, en les découvrant. Car à Columbia, dans le Tennessee, une nouvelle tempête se préparait. L'amour de Mike pour la préservation était né d'une bonne intention. Il ne se contentait pas d'acheter de vieux bâtiments. Il leur a donné une nouvelle vocation. En 2022, il a acheté une demeure historique pour 700 $. Il a investi plus d'1 million de dollars dans sa restauration, en restant fidèle à son architecture d'origine. Il acheta d'autres propriétés, ouvrit un magasin de vélos et construisit la maison d'hôte de Tulane. C'était un rêve, un hommage vivant au passé oublié de l'Amérique. Mais pour les habitants, c'était une expérience différente. Ils ne voyaient pas de préservation, mais une gentrification. À mesure que Columbia changeait, les résidents de longue date voyaient les loyers grimper, les quartiers se transformer et leur atmosphère de petite ville se transformer en quelque chose de méconnaissable. L'étincelle finale? Un projet de construction de condominium de 6 étages, d'une valeur de 83 millions de dollars. Pour certains, c'était un progrès. Pour d'autres, une trahison. Au nom de Wolf, tout était au cœur de l'affaire. Soudain, l'homme qui avait autrefois sauvé de vieilles granges se retrouvait accusé de détruire des petites villes. Les réseaux sociaux se sont enflammés de critiques. Certains le qualifiaient de loup déguisé en vintage, affirmant qu'il utilisait la nostalgie comme masque pour le profit. D'autres le défendaient, qualifiant son travail de vital pour les économies locales. Mais la division était profonde. Et pour un homme qui a jadis rassemblé les peuples par une histoire commune, voir des communautés se dresser les unes contre les autres sous son nom était dévastateur. Mais Mike ne s'est pas évanoui. Mais plus il construisait, plus les fantômes semblaient le suivre lorsque le réel devenait réalité. La magie des cueilleurs américains ne se résumait pas aux antiquités. C'était une question de confiance que ce qu'on voyait, la poussière, la ruine, les trésors cachés sous les tas de foin, étaient réels. Mais avec le temps, cette confiance a commencé à se fissurer, lentement, discrètement, jusqu'à ce que les fans se posent la question qu'aucune émission de télé-réalité ne veut entendre. Est-ce que tout cela est réel? Tout a commencé par des murmures, puis sont arrivés les fils de discussion sur Reddit. Puis vint le moment qui brisa l'illusion, Shelby et Lagrange. Cet épisode de 2016 où lui et son équipe tombèrent sur une Shelby Mustang GT 500 de 1967, impeccable et intacte. Elle était trop parfaite. L'éclairage, la mise en scène, l'histoire, tout était cinématographique, trop cinématographique. Comment une voiture valant plus de 75 $, le rêve de tout collectionneur, peut-elle se retrouver dans une grange, intacte depuis 40 ans, attendant l'arrivée d'une équipe de tournage? Les fans ne l'ont pas achetée. Plus maintenant. Les forums se sont enflammés d'accusations. Était-ce un plan? L'accord était-il préétabli? Ce drame scénarisé portait-il le masque de la découverte? Pour une série qui se targuait d'authenticité, ce genre de suspicion était un poison. L'équipe de Mike n'a jamais rien confirmé de louche. Elle n'était pas obligée de le faire. La télé-réalité oscille toujours entre réalité et fiction. Mais le mal était fait. Pour la première fois, Wolf n'était pas le héros de la chasse. Il était le producteur d'un spectacle. Et ce changement, aussi subtil soit-il,
a transformé la perception du public. Soudain, d'autres moments ont été critiqués. Des coïncidences qui semblaient autrefois fortuites paraissent désormais suspectes. Les fans décortiquaient les épisodes comme des chasseurs d'antiquités inspectant les défauts. La confiance s'effritait. Et avec cette confiance qui s'effritait, Wolf se retrouva en terrain inconnu. Il n'était plus seulement un ramasseur. Il était désormais une cible. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Tandis que le public devenait sceptique, son entreprise a elle aussi subi des revers. Début 2022, un client a déposé une plainte auprès du Better Business Bureau. L'accusation? Antique Archaeology avait annulé son achat en ligne confirmé pour prétendument vendre le même objet à un surenchérisseur. Une erreur, prétendait-il, un problème technique. Mais l'acheteur n'était pas satisfait. Je veux juste qu'il honore l'achat comme il l'avait fait initialement. State Fair, c'est ma première fois ici. Je déteste dire ça, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller ici. Je trouve ça génial, mais on n'est étranger qu'une fois. C'est donc ma première fois ici. Je suis sûr que je reviendrai. Cette plainte n'était pas isolée. D'autres ont commencé à s'exprimer. Prix élevé, service irrégulier, chaussettes de marque à $18. Une simple signalétique à 9 cents. Pour un spectacle célébrant la classe ouvrière d'une Amérique oubliée, tout cela semblait étrange. Trop soigné. Trop cher. Trop soigné. Le cueilleur qui fouillait autrefois les granges à la recherche d'enseignes de stations-service possédait désormais un empire. Et les gens ne savaient pas s'ils se souvenaient encore d'où il avait commencé. Mais ce n'était pas seulement une question de prix, c'était aussi une question d'ambiance. La marque américaine Picker était devenue une machine. T-shirts, affiches, merch. Des boutiques qui ressemblaient plus à des attractions thématiques qu'à de véritables boutiques. Pour certains fans, ce changement a été perçu comme une trahison. Ils regrettaient la saleté sous les ongles, les voyages chaotiques, les transactions délicates avec des collectionneurs excentriques et des salopettes. Au lieu de cela, ils ont eu droit à des moments dignes d'Instagram, une esthétique soignée et une version de Wolf qui ressemblait davantage à un PDG qu'à un compteur. Et pendant tout ce temps, Mike n'a pas dit grand-chose. Pas de défense grandiose. Pas d'interview chargée de suspense. Juste plus de publications, plus de projets, plus de mouvements. Mais ce silence et ce détachement tranquille n'ont fait qu'attiser le feu. Les gens voulaient des réponses. À la place, ils ont eu droit à des antiquités et des hashtags. Au même moment, Columbia, dans le Tennessee, autrefois une petite ville tranquille, se transformait sous l'influence de Wolf. Certains habitants l'ont applaudi. Le tourisme a progressé. L'argent a afflué. Mais d'autres ont vu les choses différemment. Des demeures historiques transformées en locations de charme. Des devantures de magasins remplacées par des boutiques de souvenirs. Le paysage urbain s'est transformé, brique après brique, en quelque chose de méconnaissable. L'homme qui avait autrefois sauvé l'histoire était désormais accusé de l'avoir effacé sous couvert de restauration. Le débat sur le rôle de Wolf à Columbia a atteint son paroxysme lorsque la nouvelle du projet de condominium de 83 millions de dollars a éclaté. 6 étages de luxe moderne surplombent une ville bâtie sur la simplicité. Ce n'était pas de la préservation, c'était de la transformation. Et ça effrayait les gens. Wolf a insisté sur la pureté de ses intentions, affirmant que l'histoire pouvait prospérer aux côtés du progrès. Mais les critiques ne se souciaient pas des intentions, mais de l'impact. Grâce à Nashville's Big Backyard, il a lancé des initiatives destinées aux petites villes de moins de 5-0 habitants. Subventions, marketing, infrastructures. L'objectif? Sauver les villes avant leur disparition. C'était noble, c'était nécessaire. Mais cela comportait un revers. Plus de contrôle, plus de propriété, plus d'influence. Certains y ont vu un sauvetage, d'autres une prise de pouvoir. Et puis sont arrivés les motos. Ce n'était pas une défaite, c'était une réinvention. Car derrière la marque, derrière la célébrité, derrière les critiques croissantes et la série en déclin, il continuait à creuser. Le dernier choix, il y a quelque chose de tragique à voir un homme devenir ce qu'il a autrefois tenté de sauver. Il a commencé comme un symbole de courage, de résilience, de découverte de trésors dans les ordures. Il vivait d'objets oubliés, leur redonnant vie quand personne ne s'en souciait. Mais au fil des ans, quelque chose a changé. Aujourd'hui, c'est sa vie qui semble usée. Son histoire est lourde de poussière. Et tandis que les lumières s'éteignent sur les cueilleurs américains, la question n'est plus de savoir s'il trouvera un autre grand morceau d'histoire, mais s'il y a encore sa place.
Les signes de changement ne sont pas subtils, ils sont criants. Début 2025, des cueilleurs américains ont annoncé un nouveau tournage en Caroline du Sud. Les producteurs ont lancé un appel à de nouvelles collections, demandant aux habitants d'apporter leurs plus belles anecdotes, leurs antiquités les plus insolites, leurs héritages les plus excentriques. Sur le papier, cela semblait être une affaire courante. Mais en coulisses, c'était un pari risqué. Un ultime effort pour redonner vie à une émission qui n'était plus un géant des audiences. La nostalgie s'estompait. Et le public? Il était plus âgé maintenant. Fatigué, peut-être même parti. C'est pourquoi, tandis que les cueilleurs continuaient à avancer péniblement, il tourna son attention vers l'extérieur. Vers Columbia Motor Alley, vers Two Lanes, sa marque lifestyle inspirée des road trips, vers des projets de restauration dans l'Iowa et le Tennessee, vers les motos, les livres, l'enseignement de l'histoire pour les enfants et le genre de travail lent et réfléchi qui ne nécessite pas de caméra pour avoir de l'impact. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez l'entendre, le passage de l'ambition à la réflexion. Son 60e anniversaire, célébré discrètement fin 2024, a marqué ce changement. Pas de fête tape à l'œil, pas de spectacle public, juste un petit cercle. Sa petite amie, Letitia, à ses côtés. Quelques messages, quelques sourires. Mais sous la surface se cachait un message plus profond. Le chemin à parcourir est plus court que celui à parcourir. Et pour lui, cela signifiait faire la paix avec les choix qui l'ont amené ici. J'adore cet endroit, car il me rappelle mon enfance. Quand on était jeune, on construisait des cabanes dans les arbres et des cabanes souterraines. Ron a poussé tout ça encore plus loin. Ça impliquait d'affronter la controverse. Car même aujourd'hui, les fans se disputent encore pour savoir s'il a sauvé Columbia ou l'a vendu. Si la fermeture de ses magasins à Nashville était une fuite de gaz temporaire ou une stratégie de sortie discrète. Si Frank Fritz a été traité équitablement ou simplement mis de côté. Qu'American Pickers soit une question d'histoire ou simplement d'argent, malgré toutes les réactions négatives et l'attention du public, Mike n'a jamais réagi. Il n'a pas défendu. Il n'a traîné personne dans la boue. Il a juste continué à avancer. C'est ce que font les Pickers. Ils conduisent, ils cherchent, ils avancent. Même si le passé s'accroche à eux comme la rouille sur le chrome, il est devenu, à bien des égards, le reflet des antiquités qu'il a toujours chinées. Belles dans leur imperfection, alourdies par l'histoire, mais dignes d'être conservées. Son visage est un peu plus vieux, sa posture un peu plus raide, mais le feu est toujours là. Plus faible peut-être, mais vivant. Il continue de se promener dans les granges, de parler aux inconnus, de croire au pouvoir d'un panneau oublié ou d'un réservoir de motos peintes à la main, de publier des photos de ses trouvailles comme un enfant qui vient de trouver un trésor enfoui dans son jardin. Son entreprise est peut-être meurtrie. L'Empire est peut-être en train de se fissurer.